Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Michael von der Schulenburg, membre du Parlement européen, qui a également travaillé pendant 34 ans aux Nations Unies, occupant notamment le poste de secrétaire général adjoint au sein du département des affaires politiques et de la consolidation de la paix. Alors Michael, vous n'avez pas seulement voyagé d'un endroit à l'autre. Vous avez réellement vécu dans ces zones de conflit à travers le monde pendant des décennies. Ce qui est particulièrement pertinent pour notre discussion d'aujourd'hui, c'est que vous avez travaillé pour les Nations Unies pendant 9 ans en Iran, y résidant durant cette période, puis pendant 3 ans en Irak avec l'ONU. Contrairement à la plupart de notre classe politique, qui s'appuie souvent sur des slogans et des formules toutes faites à propos d'une lutte entre le bien et le mal, il semble que vous ayez réellement les connaissances et l'expérience nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans cette région. Parce que la manière dont on décrit souvent l'Iran me paraît presque caricaturale, je dois dire. Je vous remercie donc de prendre le temps de discuter avec moi. Oui, c'est une expérience. Pour la moitié du savoir, je fais toujours ça, tu sais bien sûr. Mais le fait est que si tu travailles pour l'ONU, tu as toutes ces différentes branches, de l'UNICEF au Programme alimentaire mondial en passant par les agences pour les réfugiés, et environ 80% de ton personnel est toujours du personnel national. L'ONU a ses chargés de programme et ce sont tous des professionnels issus de ces pays. Donc tu obtiens une perspective qu'aucune ambassade n'aurait jamais. Et tu vis en dehors des enceintes, de ces enceintes diplomatiques, et tu voyages beaucoup dans le pays. J'ai beaucoup voyagé avec de hauts responsables gouvernementaux, des responsables très haut placés, ce qui m'a même conduit chez eux. J'étais le seul occidental qu'ils aient jamais invité de cette manière à cette époque. C'est pour cela que je suis resté si longtemps. J'y suis allé 3 fois, en tout 9 ans. J'ai un attachement très fort à l'Iran. Cette guerre me fait mal aussi. J'y ai vécu beaucoup de belles expériences. J'ai tout visité, souvent à Qom. J'ai également rencontré l'ayatollah Khomeini à 2 reprises. J'étais dans son enceinte, là où il a ensuite été tué. Alors oui, cette guerre est quelque chose de très personnel pour moi, vous savez. Eh bien, c'est aussi vraiment pour cela que je voulais te parler, parce que je voulais avoir ton point de vue sur la façon dont la guerre en Iran va affecter l'Europe et l'Occident, mais aussi le droit international et le système international. Ce n'est pas seulement une affaire entre les États-Unis, Israël et l'Iran, comme on peut le constater. J'aimerais également connaître ton opinion sur la manière dont l'Europe s'est positionnée dans cette guerre, car c'est étrange compte tenu des coûts qu'elle s'impose en la soutenant. Mais d'abord, tu as écrit un article sur cette guerre intitulé « Une porte vers l'enfer », ce qui n'est évidemment pas un début très optimiste. J'ai en fait pris le titre de M. Trump parce qu'il a dit dans un message sur Truth Social qu'il allait les envoyer tous en enfer. Alors j'ai pensé que je devrais l'utiliser comme titre, car c'est vraiment une guerre qui aura un impact bien plus grand sur nous tous à l'avenir que même la guerre en Ukraine. Je veux dire, il faut que nous réalisions ce qui s'y passe. Et j'aimerais en parler un peu avec vous, parce que, vous savez, je m'y connais beaucoup en matière de guerre. En temps de guerre, quand on est là pour négocier, pour parler à toutes les parties, et parfois comme en Iran, on ne parle qu'à une seule partie, parce que l'Ukraine est d'un côté, l'Irak de l'autre. Tout ce qu'on a vraiment, c'est le droit international. Il faut dire d'accord, nous avons tous convenu que nous allions discuter des choses. Nous étions tous d'accord sur le fait que nous devions le faire. Il n'y a rien d'autre. Et si cela disparaît, c'est la voie vers l'enfer. Je veux dire, nous pouvons tous nous détruire avec les armes dont nous disposons aujourd'hui. Nous n'avons plus de programme de réduction des armements, plus de mesures de confiance.
Vous savez, le dernier accord sur les armes nucléaires a pris fin il y a des mois, et d'autres choses du même genre. Et il semble que nous n'ayons plus de droit international. Je pense que l'Occident, dans cette guerre plus que dans toute autre, est en train de se détruire lui-même. Toute l'idée selon laquelle il faut l'état de droit dans son pays pour maintenir la paix, parce que c'est pour cela qu'on a des lois, vous savez, ce genre de choses, est si profondément ancrée en Europe, et elle doit être indépendante du gouvernement. Il devrait exister un ensemble de règles qui s'appliquent à tout le monde, qu'il s'agisse d'un roi, d'un gouvernement ou d'un citoyen. Nous devons tous respecter des règles sur lesquelles nous sommes tous d'accord, soit indirectement par l'intermédiaire des parlements, soit, vous savez, par consentement général. Et nous avons exporté cette idée dans le droit international. Je veux dire, il y a toujours eu une forme d'accord à l'intérieur d'un pays, mais le fait d'affirmer délibérément que nous avons un ensemble de lois, cela n'a vraiment commencé qu'avec l'adoption de la Charte des Nations Unies. Et il ne faut pas l'oublier, la Charte des Nations Unies a été un cadeau des États-Unis, en particulier de Roosevelt. Sans Roosevelt, nous ne l'aurions pas eu. C'était en avance sur son temps. Quand on regarde le moment où la Charte a été adoptée, universellement, je veux dire, aucun des 5 membres permanents n'y aurait vraiment adhéré. Selon la Charte des Nations Unies, les États-Unis étaient encore à moitié un régime d'apartheid, sans parler de la France et de l'Angleterre. C'étaient des puissances coloniales, et juste après la Seconde Guerre mondiale, elles sont reparties en guerre pour conserver ce qu'elles considéraient comme leur possession coloniale. Elles estimaient que cela leur appartenait. Cette idée, déjà, va à l'encontre de la Charte. La Charte était donc en avance sur son temps. À ce moment-là, nous avons dit plus jamais la guerre à cause de l'expérience des 2 guerres mondiales. 70 ou 80 millions de morts en très peu de temps. Mais aujourd'hui, nous avons la capacité de détruire toute l'humanité. Je pense donc que le message de la Charte, plus jamais la guerre, devrait être encore plus important aujourd'hui. Et maintenant, nous avons une guerre déclenchée par un président des États-Unis, le même pays qui nous a donné la Charte, qui ne l'applique pas du tout, ne respecte pas le droit international et part en guerre du jour au lendemain. C'est une chose terrible et cela aura un impact énorme. Et comme les Européens commencent à l'applaudir parce qu'ils pensent que cela a quelque chose à voir avec la liberté ou quelque chose de ce genre, c'est d'une hypocrisie totale. Je veux dire, nous applaudissons cela, et nous applaudissons un système, ou plutôt l'effondrement d'un système, qui finit par devenir la loi du plus fort. Je veux dire, pourquoi avons-nous des lois lorsque nous avons des différends entre pays? Vous savez, c'est parce que les différends suscitent souvent des émotions. Alors nous les confions à un juge pour qu'il décide selon la loi. Je veux dire, si nous ne l'avions pas, si c'était seulement la loi du plus fort, il y aurait beaucoup de gens tués dans les affaires de divorce. Et c'est la même chose au niveau international. Vous savez, je ne comprends tout simplement pas les Européens. Nous ne serons jamais les plus forts. Alors pourquoi adoptons-nous un système qui ne nous est pas favorable? Ce n'est pas bon pour nous. Nous serons toujours... Nous voyons bien que nous n'aurons jamais une politique étrangère à 27 pays. Nous la voyons s'effondrer, non? Toute l'idée d'une politique étrangère pour l'UNOPERO. Alors pourquoi adoptons-nous un tel système? Je veux dire, l'un des pays les plus favorables à cela, applaudissant ce qui s'est passé, c'est les Pays-Bas, un tout petit pays. Je veux dire, veut-il vraiment vivre selon la loi du plus fort? J'espère que non. Je veux dire, c'est une chose tellement irréfléchie, sans direction. Et pour quelqu'un comme moi, j'ai vraiment été dans toutes les régions du monde. On voit à quelle vitesse les guerres éclatent. Je ne comprends tout simplement pas l'Europe. Et puis bien sûr, il y a maintenant
pour l'Europe, la guerre en Ukraine. C'est la plus grande guerre que nous ayons connue sur le continent européen depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes en train de perdre cette guerre, si nous ne l'avons pas déjà perdue d'une certaine manière. Et ensuite, nous passons à la guerre suivante, en pensant que c'est une bonne chose. Vous savez, il faut comprendre ce qui se passe toujours. Les États-Unis sont une grande puissance et ils repartent de l'autre côté de l'Atlantique. Mais Trump avait tout à fait raison. Notre sécurité, ce n'est pas Zelensky. Notre sécurité, c'est l'Atlantique. Et nous avons les débris et le coût de toutes ces choses. C'est sur l'Europe que cela retombe. Quand je dis l'Europe, je parle de l'Union européenne, pas de toute l'Europe. Je veux dire que nous devrons payer pour l'Ukraine. Nous devrons payer pour ce qui se passe en Iran. Nous aurons les réfugiés, et ainsi de suite. Et nous aurons toute cette insécurité qui en découle, laquelle ne se limitera peut-être pas à l'Iran. Elle pourrait toucher d'autres pays et d'autres choses du même genre. Alors comment pouvons-nous soutenir cela? L'Union européenne était aujourd'hui au Parlement, où une dame appelée von der Leyen, qui dit toujours la même chose, n'a pas pu se résoudre à dire qu'il s'agissait d'une guerre illégale. Je veux dire, qu'est-ce que c'est alors? Et puis Glenn, je suis désolé de parler autant. La question de la décapitation, tu sais, l'idée qu'on peut décapiter la direction d'un pays en la trompant, en menant une ruse de paix, parce qu'ils avaient une très bonne initiative de paix seulement 2 jours auparavant. La veille, le président Trump dit « Oh, je préfère la diplomatie ». À ce moment-là, il devait déjà avoir donné l'ordre d'attaquer. Et je veux dire, cette chose malicieuse, tromper un autre pays, il faut remonter au Moyen-Âge pour dire que c'était une méthode de guerre. Et nous sommes dans une guerre où des gens possèdent des armes nucléaires. Je veux dire, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend de tout cela maintenant? Maintenant, la guerre tourne mal. Je veux dire, elle tourne terriblement mal. Comme je l'ai déjà dit dans mon article, ça tourne mal. Je veux dire, la stratégie, celle des États-Unis, et je pense que la seule chose positive que je puisse dire à propos de Trump, c'est qu'il a été dupé par les Israéliens. On l'a amené à croire que, vous savez, au moment où nous tuerions le dirigeant, Ali Khamenei, je l'ai rencontré, il y aurait un soulèvement. Le peuple se lèverait tout entier. Et aujourd'hui, au Parlement, nous n'avons parlé que de soulèvement populaire et du fait que nous devons les soutenir, en oubliant que le changement de régime est interdit par la Charte des Nations Unies. Mais cela ne s'est pas produit. Vous voyez, cela ne s'est pas produit. Et chaque jour qui passe rend cela encore moins probable. Cela signifie que leur stratégie est en lambeaux. Et maintenant, ils parlent d'autre chose. Des troupes au sol, des Kurdes qui vont attaquer. Cela n'arrivera pas. Glenn, j'étais aussi en Irak. Tu sais, pour mobiliser les 400 000 soldats avant qu'ils n'attaquent l'Irak, 400 000, il leur a fallu 8 mois. 8 mois pour être prêt à attaquer. Et l'Irak comptait alors 30 millions d'habitants, dont la moitié n'était même pas sous le contrôle de Saddam Hussein. Il ne contrôlait ni le nord ni le sud. Donc en réalité, avec 400 000 soldats, nous menions une guerre contre une population d'environ 15 millions d'Irakiens. Bien sûr, ils n'étaient pas tous pro-Saddam ou quoi que ce soit de ce genre, mais tout de même un très petit pays. Aujourd'hui, l'Iran est toujours un pays unifié. Il compte 90 millions d'habitants. Et alors, où veux-tu mobiliser l'armée? Il y a des collines tout autour. Tu penses qu'ils peuvent utiliser l'Azerbaïdjan pour les attaquer? Ce serait un suicide pour l'Azerbaïdjan. Le Pakistan ne le permettrait pas, l'Afghanistan non plus, sûrement, et l'Irak pas davantage. Donc leurs voisins ne permettront pas que des troupes américaines soient rassemblées là pour une attaque. Ensuite, il y a les Kurdes. Je veux dire les Kurdes, je sais qu'ils ont 2 partis d'opposition du côté iranien, mais ils n'ont joué aucun rôle au cours des 50 dernières années. Au début de la Révolution,
il y a eu un mouvement et des choses de ce genre, mais cela a été réprimé très brutalement. Ces choses-là sont souvent, malheureusement, d'une extrême brutalité. Mais cela ne s'est pas reproduit depuis. Donc on ne peut pas soudainement avoir une résistance organisée. Et les Kurdes, de toute façon, parce que l'Amérique n'est pas fidèle à ses alliés. Je veux dire, ils les abandonnent dès que cela les arrange. Et il y aurait, enfin, les Iraniens ont une armée immense, mais maintenant ils en ont même plus besoin, car tout se joue avec des missiles. Donc je veux dire, non, je ris un peu, mais en réalité j'en pleurerais, parce que c'est une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Je pense que la guerre en Ukraine n'aurait pas dû avoir lieu non plus. Nous aurions pu l'empêcher. Et nous avons tué beaucoup de gens. Et maintenant, Trump, je pense, est prêt à négocier. Dès le deuxième jour, il a déjà parlé de négociations. Et ensuite, il y a eu un rapport selon lequel les Iraniens avaient demandé des négociations. Bien sûr, c'est complètement absurde. Ils ne demanderaient jamais cela, et ainsi de suite. Je pense que l'Iran est plutôt uni. Et je pense que s'il n'y avait jamais eu un sentiment, il y a beaucoup de ce mécontentement et toutes ces choses-là. Mais vous savez, après le bombardement maintenant, parce que la campagne actuelle est une campagne de destruction, parce qu'ils ne peuvent pas tolérer cela. Et maintenant, ils détruisent des villes, des hôpitaux, toutes ces choses. Vous savez, ces filles qu'ils ont tuées, certes, c'était par erreur, mais ils ne s'en sont même pas excusés. Et oui, il faut l'admettre. Je veux dire, vous avez une petite ville et il y a toute une école de filles tuées. Toute une école. 160 ou 180, je ne sais pas exactement, peut-être même plus. Et je veux dire, quel désespoir. Crois-tu qu'un seul Iranien prendrait les armes pour combattre son gouvernement après ça? J'ai dit aux Israéliens que j'ai rencontrés hier, vous savez, quand vous espériez un soulèvement, vous l'avez tué avec votre campagne de bombardement. Vous l'avez tué avec le Commonwealth. Et il y a encore une chose, enfin je ne vais pas trop en dire. Je veux parler des armes nucléaires parce que c'est un sujet majeur. Nous n'avons plus d'accord sur les armes nucléaires. Tu sais, hier j'ai eu une réunion avec des Israéliens et ils ont dit, nous voulons nous assurer que ça ne s'étende pas, les armes nucléaires, je veux dire. C'était une belle rencontre d'ailleurs, une très belle rencontre. J'essaye toujours de respecter tout le monde et d'être aimable, et ils ont été très gentils avec moi aussi. Et j'ai dit, vous savez, il faut comprendre qu'avec votre attaque en tuant Ali Khamenei, vous avez tué la seule personne en Iran qui s'opposait à l'armement nucléaire du pays. Glenn, tu le savais? C'était lui personnellement, je le sais, parce que j'étais à l'une de ces réunions où la question des armes nucléaires était déjà sur la table. Il a dit que c'était contraire à l'islam. Il a même émis une fatwa. On peut en rire d'une fatwa, parce que peut-être que la plupart de nos gens ne sont plus religieux. Mais cela signifiait, la fatwa signifiait, qu'il obligeait également les personnes ayant une forte culture musulmane au sein du gouvernement et des forces, des gardiens de la révolution et ainsi de suite, à obéir à l'idée que les armes nucléaires ne peuvent pas exister dans l'islam. Et vous savez, j'en ai discuté de nombreuses fois, et Khamenei a toujours eu ces discussions. Ces gens sont très instruits d'ailleurs. Non, ce n'est pas ce que nous pensons. Et il y était opposé. Je veux dire, nous avons tué l'homme qui s'opposait à ce que l'Iran possède des armes nucléaires. Que va-t-il se passer maintenant? Je veux dire, si les pays du monde voient cela, ils se rendent compte qu'avec cette manière impitoyable et illégale d'attaquer un autre pays, les États-Unis n'ont même pas de raison de faire la guerre, je pense. Israël a toujours gagné, mais pas les États-Unis. Ils doivent comprendre que la seule façon de se protéger contre cela, c'est l'arme nucléaire. Donc je pense que le traité de non-prolifération touche aussi à sa fin.
Je veux dire, la Turquie parle beaucoup du fait qu'elle pourrait être la prochaine à être attaquée. Et que ce soit vrai ou non, c'est une autre question. Mais vous savez, nous avons soudainement tant de pays dotés de l'arme nucléaire. Et nous, Européens, nous ne disons rien. Nous pourrions avoir l'Égypte, peut-être la Turquie, peut-être l'Arabie Saoudite. Je dis juste peut-être. Mais vous savez, même la Libye a presque une arme nucléaire. Donc cela peut aussi concerner de petits pays. Et nous nous contentons d'accepter cela. Comment peut-on vivre ainsi? Monsieur Macron m'a expliqué que nous sommes tous sous le parapluie nucléaire français. Je veux dire, les Français ne sauveraient jamais Berlin au risque de voir Paris détruite. Tu vois, c'est tout simplement insensé. Et cette discussion parlementaire aujourd'hui, j'ai fini par partir. Je ne pouvais plus écouter. Je ne supportais plus d'entendre des gens qui ne sont jamais allés en Iran, qui n'y connaissent rien, des gens qui n'ont jamais connu la guerre comme Amir et moi, et la façon dont ils parlent. C'est juste, je crois que le seul mot qui me vient, c'est répugnant. C'est tout simplement répugnant. Et ils enveloppent tout cela dans des considérations morales. Les termes moraux, tu vois, c'est comme une graisse rance qui flotte dans la pièce quand ils parlent de moralité au Parlement européen. Alors, j'ai vraiment beaucoup de mal à rester assis là. Eh bien, cela pourrait aussi être la Pologne qui les acquiert, car nous avons entendu Donald Tusk dire qu'ils devraient peut-être obtenir des armes nucléaires eux aussi. Bien sûr, l'Allemagne est un voisin. C'est peut-être pas une si mauvaise idée. Je veux dire, il y a Monsieur Merz qui veut avoir la plus grande armée d'Europe. Macron a également déclaré que la France devait inspirer la crainte si elle voulait assurer sa sécurité. Et cela faisait partie d'un discours sur l'acquisition de nouvelles armes nucléaires. Donc, la prolifération pourrait ne pas venir uniquement du Moyen-Orient. Mais toute cette idée, parce que j'ai écouté Kaja Kallas et von der Leyen, je ne sais pas pourquoi je les ai écoutés. Mais le discours qui domine désormais au sein de l'Union européenne, vous savez, selon lequel il s'agit d'aider les manifestants, la liberté, la démocratie, la libération des femmes, c'est tellement détaché de la réalité. Les Américains, eux, sont assez francs à ce sujet. Ils veulent éliminer une puissance régionale qui sert d'équilibre face à elle et à Israël. Les Américains, tu sais, disent à la télévision que ce pétrole devrait... Eh bien, ils vont gagner énormément d'argent, a dit Lindsey Graham, quand ce pétrole sera entre les mains de l'Amérique. Trump a dit qu'après en avoir fini avec l'Iran, ce pays serait incapable de se reconstruire un jour. Ce n'est pas le langage de la liberté et de la démocratie. Non, je trouve cela étrange. Je veux dire, c'est pas normal que des adultes... Non, c'est le langage de l'enfer. C'est le langage de l'enfer. Nous sommes les portes de l'enfer. Quand on regarde la guerre en Irak, encore une fois, c'était pas vraiment la guerre en Irak. Il y a eu beaucoup de discussions avec les Américains. Je pense qu'ils ont généralement essayé. Ce fut un échec parce qu'ils n'ont pas compris le pays, mais ils ont tout de même tenté de rétablir quelque chose par la suite. Cette fois, c'est qu'une campagne de bombardement. Une campagne de bombardement. Je veux dire, on ne formera pas un nouveau gouvernement avec ça. Et on ne créera pas de démocratie avec ce genre de choses. Il n'y aura pas d'état de droit, bien sûr. Je veux dire, c'est le pire en matière d'état de droit quand on mène une telle guerre. Donc je pense que c'est une guerre qui nous marquera tous. Tous. Aussi pour Israël. Aussi pour Israël. Parce que si cette guerre n'est pas gagnée par les États-Unis, ce que je pense impossible ou par Israël, alors Israël sera dans une très très grande difficulté dans la région. De grandes difficultés. Et cela ne viendra pas seulement de l'Iran à cause de ce qui y passe. Et ils ont toutes ces guerres ou conflits inachevés à Gaza et en Cisjordanie. Je leur ai dit cela hier aussi.
Vous savez, Gaza, la Cisjordanie, le Liban, la Syrie, le Yémen, ce sont des guerres inachevées. Ils n'en ont gagné aucune. Et si celle-ci tourne mal, ce sera très mauvais pour eux. Ils ont donc pris d'énormes risques. Si ce n'est pas Trump, ce sera quelqu'un d'autre en sortant de cette guerre. Parce que voyez-vous, dernièrement, ils ne cessent de dire sur Truth Social qu'ils ont déjà gagné la guerre. C'est parfois difficile à lire, mais quand on le fait, on voit qu'ils préparent le terrain en disant « Nous avons gagné et nous partons maintenant ». Je suis sûr qu'il veut sortir de cette guerre. Vous savez, il a les élections de mi-mandat, donc c'est pas très populaire. Plus la guerre dure, plus elle coûte d'argent, et moins elle sera populaire. Il ne pourrait en avoir qu'une. En une semaine, nous aurions un changement de gouvernement. Il a signé correctement. Les Iraniens sont sortis par millions pour les funérailles de Khomeini. Parce que Khomeini, il ne faut pas l'oublier, j'étais dans son enceinte, ils l'ont tué. C'est un lieu extrêmement modeste, rien à voir avec celui du Shah. C'est un modèle. Je veux dire, ce n'est pas mon univers, mais il faut voir ces choses-là. Très très modeste. Ce type, il n'y a rien là-bas qui sente la corruption. Vous savez, quand on va voir les maisons en Ukraine, c'est autre chose. Mais là, rien de tel. Et vous savez, sa famille y vit encore. C'est un bâtiment à 2 étages, si je me souviens bien, et il se trouve dans la vieille ville. Cela veut dire que c'est là où il fait chaud et où ce n'est pas, vous savez, l'endroit où les riches Iraniens vivent sur les hauteurs. Parce qu'on peut très bien y vivre là-haut. Et puis, on dit qu'il a déclaré qu'il ne quitterait pas ce complexe pendant les bombardements. Parce que toutes les personnes autour de lui n'avaient elles non plus aucune possibilité de quitter leur maison pour se réfugier. Ils ne voulaient pas partir non plus. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifie pour les Iraniens quand ils entendent cela? Les Iraniens vivant sous la menace constante d'une attaque nucléaire se disent « Cet homme est resté avec nous ». Ils en ont fait un héros, un martyr et un héros. Et cela en temps de guerre est très dangereux si le camp adverse a un héros. C'est un peu comme le changement de régime que nous avons vu en Irak. C'est ce manque de véritable compréhension d'une autre société, pas seulement un malentendu, mais une forme de suffisance envers les autres, ce mépris pour ceux qui vivent différemment. C'est pour cela que nous perdons ces guerres. C'est pour cela que nous avons perdu la guerre en Afghanistan, que nous n'avons pas pu gagner en Irak et que nous n'avons pas pu gagner en Libye. Nous ne pouvions tout simplement pas, parce que nous ne les comprenions pas. Tout ce que nous avons fait, c'est détruire. Ainsi, la démocratie que nous voulons exporter est perçue en dehors de notre propre monde comme quelque chose qui s'accompagne de la force militaire, pour détruire, non pour construire. Cela a un impact énorme. N'oublions pas que l'OTAN représente environ 11% de la population mondiale et cette part diminue. Et les 90% restants, ils pensent autrement. C'est bien là le problème, je pense. Une critique fréquente et justifiée est que l'Occident s'est laissé un peu trop envahir par l'idéologie. Autrefois, il y avait des diplomates comme vous qui comprenaient l'autre camp, qui avaient le savoir. Aujourd'hui, il semble que l'idéologie ait pris cette place. On n'a plus besoin d'expérience ni de connaissances, on se contente de répéter des arguments idéologiques. Et cela finit par tromper les gens. Encore une fois, si certains au Parlement européen croient que les États-Unis ont attaqué l'Iran pour libérer les femmes, ou que le rôle de l'OTAN en Ukraine est de défendre la liberté et la souveraineté, ou que l'OTAN a occupé l'Afghanistan pendant 20 ans pour que les petites filles puissent aller à l'école, ou que la Libye ou la Syrie ont été détruites pour protéger les droits humains, eh bien, c'est là tout le problème. Quand ils tiennent ces propos, on dirait qu'ils y croient vraiment. Et je pense que ces slogans idéologiques ont tout envahi.
Le bon sens, l'empathie, la capacité de comprendre les préoccupations de l'autre camp, la complexité de leur société. Tout cela a disparu. Il ne reste que l'idéologie. Il suffit de dire droits de l'homme, liberté, démocratie, et on les livrera avec des bombes. Je trouve stupéfiant que des adultes mûrs répètent cela et y adhèrent. Mais y a-t-il une opposition au Parlement européen, ou bien existe-t-il un consensus écrasant selon lequel nous détruirons l'Iran pour libérer son peuple? Il n'y a pas eu de résolution aujourd'hui, mais je pense qu'environ 5 ou 600 sur les 700 le croient. Les autres sont très partagés. Je veux dire surtout sur le classement. D'ailleurs, l'aile droite applaudit pour avoir fait cela. Et parfois, chose intéressante, les sociodémocrates se sont exprimés très fermement. Mais tu sais, elle est là avec un Espagnol et elle s'est exprimée très fortement, ce pourquoi nous avons aussi applaudi. Mais d'habitude, quand tout le monde se lève d'un coup, je reste assis et je regarde autour. Il y en a peut-être 10 autres. Je veux dire, c'est comme ça. C'est aussi de l'opportunisme. Les gens ont peur que même s'ils pensent différemment, ils doivent quand même suivre le mouvement, ce genre de choses. Vous savez, ce n'est pas une atmosphère de débat, de respect des autres et de ce genre de choses. Et vous savez, nous voulions par exemple avoir un débat sur la menace de Zelensky contre Orban. Je veux dire, c'est un chef d'État élu, et pourtant on parle d'envoyer des soldats chez lui. C'est une décapitation à la manière ukrainienne. Et maintenant, on s'en prend directement au chef d'un gouvernement en espérant changer l'opinion politique. C'est aussi cette illusion que tout dépend d'une seule personne. Et je veux dire, nous sommes victimes de notre propre propagande. Vous savez, encore une fois, quand je regarde tout cela, et vous savez, j'en ai probablement vu bien plus que la plupart des gens dans ce Parlement, personne ne veut me poser de questions. Je n'ai même pas eu « Oh, c'est moi qui ai demandé cette réunion ». J'en faisais partie au moins. Je n'ai même pas eu une minute de temps de parole attribué. Et donc tu sais, Glenn, il y a un dicton dans les guerres. Quand on commence à ne plus accepter la réalité, on est du côté des perdants. Il faut accepter ce qui se passe pour pouvoir réagir. Si tu te dis que tu gagnes encore, eh bien quand l'armée rouge était sur l'Oder, près de Berlin, la propagande disait encore aux Allemands qu'ils étaient en train de gagner en montrant des exemples de contre-attaque et ainsi de suite. Tu sais, la perte du sens de la réalité est quelque chose de très très dangereux dans la vie. Très dangereux, surtout pour les gouvernements. Et c'est ce qui se passe. Mais qu'observez-vous, en dehors de l'Iran bien sûr, en ce qui concerne les évolutions internes parmi les principaux acteurs de cette guerre, que ce soit les États du Golfe, les États-Unis ou Israël? Car il ne s'agit pas seulement de matériel, d'armes ou d'économie. Cela a aussi un impact considérable, je suppose, sur la stabilité intérieure et sur leur propre système politique. Oui, je veux dire, c'est difficile pour moi de juger d'ici, mais je pense qu'en Allemagne, nous avons beaucoup de discussions. Oh, ils ont fait la grosse erreur d'attaquer les États arabes, les États du Golfe et des choses comme ça. Je ne pense pas qu'il l'ait fait. Vous savez, les Kallas sont allés là-bas pour rencontrer le CCG et ils ont publié un communiqué de presse ou une déclaration conjointe ou quelque chose comme ça. Il n'y avait rien dedans, absolument rien. Ils n'ont pas demandé aux Européens de venir les aider ou quoi que ce soit de ce genre, vraiment rien de tel. Mais ils ont appelé Poutine. Vous savez, nous savons qu'un certain nombre d'États ont appelé Poutine. Bien sûr, ils sont très inquiets. Et ils se rendent compte maintenant que les États-Unis ne peuvent pas les défendre. Je veux dire, l'illusion selon laquelle ils constituent une zone de stabilité dans le monde est partie en fumée avec cet événement. Et ils réalisent, vous savez,
que chaque pays possède une sorte de base militaire américaine. Ce n'est pas qu'ils l'appréciaient particulièrement, mais c'était la garantie qu'ils ne seraient pas attaqués. Et maintenant, ils sont attaqués, et les États-Unis n'ont pas pu les défendre. Ils n'avaient pas assez de missiles pour les intercepter. Ces missiles sont passés. Nous savons aussi maintenant que les missiles passent en Israël, non pas d'après notre presse ou quoi que ce soit de ce genre, mais par exemple d'après le Jerusalem Post. C'est quelque chose d'intéressant. Je veux dire, en Israël, la presse est plus ouverte qu'en Europe. Bien sûr, certaines choses passent, et encore plus passeront. Maintenant, si, et je l'ai signalé hier, si la guerre prend désormais la forme d'une destruction par des attaques de missiles, si c'est vraiment ce qu'elle devient, eh bien, si j'étais du côté israélien, je serais très très mécontent. Tout simplement parce qu'Israël est un pays si petit. Et vous savez, c'est même à moitié désertique. Mais la population est concentrée sur une zone très restreinte. Je ne pense pas que ce soit beaucoup plus grand que l'île de Manhattan ou quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, mais pas beaucoup, alors que l'Iran est un pays immense. C'est encore plus vaste que l'Ukraine. Donc bien sûr, on peut détruire beaucoup de choses, mais je pense que ce que 10 missiles peuvent faire en Israël, s'ils passent, est bien pire. Et j'espère que non, car je n'aimerais pas voir Israël détruit. Mais dans l'autre sens, comment entre-t-on dans une telle guerre? Pour l'instant, ils ont surtout attaqué les États arabes, mais je pense que cela va changer maintenant. Et ce que nous voyons aussi, il me semble, je ne suis pas un militaire, c'est à quel point les Iraniens ont planifié intelligemment leur riposte cette fois. Vous savez, après l'attaque de l'été dernier, ils ont vraiment réfléchi à la stratégie. Il s'avère qu'ils en savent plus sur la stratégie que tous les autres réunis, y compris Israël. J'ai entendu ce commentaire aussi, selon lequel l'Iran aurait commis une grosse erreur en attaquant les États arabes. Mais ce n'est pas tout à fait exact, car il montre essentiellement aux États de première ligne qu'aider les États-Unis dans leurs attaques contre l'Iran, qui représente pour l'Iran une menace majeure, existentielle, a un coût. Dans cette mesure, les États du Golfe pourraient commencer à prendre leur distance avec les États-Unis. Et je pense souvent à cela, au fait que les États du Golfe ont des leçons similaires à tirer de celles des Européens. C'est-à-dire que dans les années 90, lorsque l'Amérique était toute puissante, la seule superpuissance au monde, soit on s'alignait sur elle et on bénéficiait de la sécurité, soit on restait en dehors et on n'en avait pas. Là encore, l'Amérique monopolisait la sécurité. Mais lorsqu'une hégémonie en déclin devient plus désespérée de restaurer sa puissance, ces États en première ligne peuvent être utilisés pour affaiblir un adversaire et se renforcer elles-mêmes. Et c'est ce que l'on observe aujourd'hui. Tous ces États du Golfe qui ont tout misé sur la protection américaine, c'est l'Amérique qui a déclenché cette guerre. C'est l'Amérique qui, en substance, a provoqué les représailles de l'Iran. Ils n'ont pas consulté les États arabes à ce sujet, même si tu prétends maintenant qu'ils l'ont fait. Je ne pense pas qu'ils l'aient fait. Mais nous devrions aussi réfléchir à cela en Europe. L'Arabie saoudite, j'en suis sûr. Eh bien, je vois. L'Amérique sera perçue comme une puissance mondiale qui ne peut plus imposer sa volonté de cette manière. Et je te le dis, que les gens apprécient ou non les régimes ou gouvernements islamiques. Nous ne devrions pas toujours dire régime, car il y a des élections. Je veux dire, si je vois des élections, je les reconnaîtrai de toute façon. C'est un gouvernement. Et tu sais, la plupart des gens dans le monde espéreront pour eux, pas pour Israël ni pour les États-Unis. Il y a un coût réputationnel énorme, immense, et par extension aussi pour les Européens. Penses-tu vraiment que les gens auront le moindre respect pour M. Macron, pour ce qu'il dit à propos de la bombe nucléaire, qui devrait avoir peur de moi?
Et puis il regarde autour de lui, comme pour dire qu'on devrait parler à sa femme, qu'elle devrait le ramener à la maison. Je veux dire, c'est terrible ce qu'il fait. C'est presque une blague. C'est une blague. C'est une blague quand la Grande-Bretagne, Starmer et Macron signent au palais de l'Élysée devant toutes les caméras en déclarant qu'ils ont une coalition des volontaires pour intervenir maintenant en Ukraine. Nous savons qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils ne sont plus les puissances coloniales mondiales qu'ils étaient autrefois, pas depuis les 50 ou 80 dernières années. Et pourtant, ils continuent d'agir comme s'ils l'étaient encore lorsqu'ils organisent ces cérémonies de signature. Mais en réalité, tout ce qu'ils prouvent au monde, du moins à quiconque veut bien le voir, c'est à quel point ils sont faibles et à quel point ils sont détachés de, vous savez, la réalité. C'est un peu comme ces vieilles familles nobles lorsqu'elles organisent leurs événements. Vous savez, elles continuent à s'appeler par leur titre, sans se rendre compte que depuis 100 ans, cela ne veut plus vraiment dire grand-chose, n'est-ce pas? Elles rejouent quelque chose d'un monde révolu. Et je pense que ce que nous voyons aujourd'hui est aussi un monde révolu pour les États-Unis, et ainsi de suite. Je ne suis pas du tout anti-américain, mais je pense que la plupart des critiques viennent de l'intérieur des États-Unis, pas d'Europe. Je veux dire, écoutez simplement ce qu'ils disent au Sénat. Je veux dire, Crosby, le vice-président ou ministre de la guerre, comme on l'appelle maintenant, n'a pas pu répondre à une seule question. Pourquoi partez-vous en guerre? Que voulez-vous accomplir par la guerre? Combien ça va-t-il coûter, cette guerre? Combien de temps va-t-elle durer? Il n'a pas pu répondre à une seule de ces questions. Je veux dire, le plus grand, le plus puissant des gouvernements, son vice-ministre de la guerre, en temps de guerre, et il ne peut vraiment pas. Il renvoyait toujours la question à Trump pour qu'il réponde. Je veux dire, c'est vraiment... Ils sont revenus à un régime impérial. Vous savez, il faut demander à la couronne impériale quoi faire. Ce n'est pas mon affaire. Oui, c'est notre démocratie. Vous savez ce que j'ai dit au début à propos de cette guerre. En renonçant à ce qui constitue réellement l'accomplissement de l'Occident, nous nous détruisons de l'intérieur. Et c'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez. Nous nous détruisons nous-mêmes. Non, eh bien, c'est aussi l'un des coûts de la guerre. Il ne s'agit pas seulement de détruire des armées, des économies et des villes. Elle a aussi tendance à détruire, eh bien, je dirais essentiellement l'âme des nations, leurs valeurs, leur culture, leur civilité, leurs codes moraux, leur confiance, toutes ces choses qui unissent les gens. Et une fois que ça disparaît, la solidarité devient dépendante de la peur et du conflit. Je suis d'accord. Je pense que nous sommes aussi en train de nous détruire nous-mêmes avec ces guerres perpétuelles. Au point que, vous savez, la confiance, enfin quand on écoute von der Leyen et Kallas, c'est choquant que les gens croient encore à ce qu'on leur dit. Que tout cela concerne la liberté, qu'ils ont enfin l'occasion d'être libres. C'est-à-dire, c'est de cela que parle cette guerre. C'est pour cela que les Américains bombardent, détruisent et, en somme, réduisent la capitale en cendres. Je veux dire, c'est juste. Oui, mais avant tout, ils pensent encore qu'ils gagnent. Ils pensent qu'ils gagnent. Ils ne gagnent pas, ils ne remportent aucune de ces guerres. Et ils pensent que la population mondiale, comme en Iran, nous regarde, qu'ils veulent encore s'orienter vers nous. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et oui, je veux dire, aujourd'hui, pendant cette session, enfin la session suivante, le président arménien est venu, ou peut-être que c'était le premier ministre, je crois, pour parler au Parlement. C'était un spectacle très triste, je dois dire. Mais Madame Kallas n'était jamais là. Elle n'est pas venue. Madame von der Leyen est venue, mais elle n'était pas accompagnée de Madame Kallas. Ce qui en dit long sur ce qui se passe au sein de la Commission, parce que ces femmes ne s'aiment pas.
Ce n'est pas qu'ils aient des politiques différentes, mais ils ne s'aiment tout simplement pas. Il y a donc une véritable intrigue de palais dominée par Madame von der Leyen. Pourtant, elle est à la tête de la Commission européenne, ce qui est en réalité un poste opérationnel et administratif. Et pourtant, elle se comporte comme la présidente des États-Unis ou de l'Europe dans ces moments-là. Et où est M. Costa, par exemple? Vous savez, la politique étrangère relève du Conseil, et c'est donc Madame Kallas qui en est la coordinatrice. Ainsi déjà, quand on voit arriver la Commission, on se rend compte que même en son sein, tout est en train de s'effondrer. Ma dernière question concerne la manière dont cela affecte la solidarité au sein de l'UNEMBER, car on entend toujours ce mot scandé au Parlement européen, qu'il nous faut de la solidarité, que nous devons rester unis, plus d'Europe. Mais lorsque le chancelier Merz était assis à côté de Trump, ce dernier s'en prenait essentiellement à l'Espagne, la menaçant de sanctions, de couper son économie. Et Merz, assis à côté de lui, se positionnait très ouvertement comme le numéro 1 des admirateurs de Trump, ne voulant pas gâcher cette relation. Et bien sûr, il voulait montrer sa loyauté indéfectible envers l'Iran, espérant que cela lui vaudrait quelques points auprès des États-Unis, qui s'engagent plus profondément en Ukraine. Mais cela présente aussi certaines similitudes avec ce qui se passe, comme vous l'avez suggéré plus tôt, en Europe centrale. C'est-à-dire que Orban, Zelensky a menacé sa vie et l'on n'entend rien de la part de l'UPower. Ou la Slovaquie, qui souhaite mettre fin à la guerre en Ukraine, est également mise à l'écart. J'entends par là que la solidarité européenne semble ne reposer que sur le fait de suivre, vous savez, les tambours de guerre du pays des merveilles. Mais il semble que nous ne prenions pas soin de nos propres États membres lorsqu'ils se mettent en travers de ces politiques. Non. Madame von der Leyen a assumé de nombreuses compétences qu'elle n'a en réalité pas selon les traités, car il s'agit d'une organisation fondée sur des traités. Nous n'avons pas de constitution, cela n'a pas été possible. Donc il y a ces traités à la place. Dernièrement, elle a été critiquée lors d'un déjeuner, du moins c'est ainsi que nous en avons été informés. Enfin, c'est comme cela que j'ai eu l'information. Je dois le dire avec prudence, c'était avec les ambassadeurs de l'Eurométer. Et elle a été critiquée pour ne pas s'être présentée à ce déjeuner. Elle y a envoyé à la place l'un de ses collaborateurs allemands. Au cours de ce déjeuner, on a dit indirectement à la Commission que le plan de Madame von der Leyen pour une adhésion rapide de l'Ukraine, sans les conditions habituelles, n'aurait pas lieu. Il semble donc que parmi les États membres, même s'ils ne le disent pas ouvertement, on affirme désormais que, désolé, mais l'adhésion de l'Ukraine n'aura pas lieu, du moins pas rapidement. Donc je pense que mon point de vue ne se réalisera jamais. Mais maintenant, on lui a rappelé qu'elle ne peut pas faire de telles promesses à Zelensky. Elle n'en a pas l'autorité. Elle n'est ni chef d'État, ni chef de gouvernement. Et maintenant, pour la deuxième fois, elle a été attaquée par certains députés du parti de Macron, je veux dire au Parlement, avec des mots assez durs. Je n'étais pas dans la salle, mais on m'a dit qu'il lui avait lancé « On en a assez de vous. Vous prenez toujours les décisions », en référence à certaines déclarations qu'elle avait faites sur la guerre en Iran, et en ajoutant « Vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas votre rôle. » La politique étrangère et de sécurité reste une compétence nationale, et tout ce que l'UNOMember possède, avec Madame Kallas, c'est une fonction de coordination. Mais ce n'est pas à Madame von der Leyen de décider des politiques sans les 27 États membres. Ce que cela signifie, bien sûr, c'est que tout d'abord, il commence à réduire la ligne, qu'elle est allée trop loin. Cela devient trop dangereux maintenant. Dans la guerre en Ukraine, c'était encore plus ou moins acceptable, mais plus aujourd'hui.
Je pense que nous entendrons ces voix non seulement de la part des Hongrois, des Slovaques et d'autres, mais aussi de pays occidentaux. Je veux dire, ce sont des pays occidentaux. Et puis l'autre conclusion que j'en tire, c'est qu'on ne peut pas avoir des politiques étrangères et de sécurité décidées par 27 États. On ne s'accordera jamais là-dessus. Nous n'avons pas pu nous mettre d'accord sur Gaza, nous n'avons pas pu nous mettre d'accord sur la Cisjordanie, nous n'avons pas pu nous mettre d'accord sur cette guerre. La guerre en Ukraine, pendant un certain temps, a en quelque sorte mis un couvercle sur tout cela, parce que c'était une guerre dans notre voisinage. Mais je pense que ça va s'effondrer. Je suis d'accord. Et je pense qu'il pourrait en réalité être assez dangereux de pousser à une politique étrangère commune, car comment faire en sorte que 27 pays se mettent d'accord sur quelque chose? La seule façon d'y parvenir, c'est de la présenter de manière extrêmement manichéenne. Le mal absolu contre le bien. Vous savez, comme l'invasion non provoquée. Nous inventons ces récits, car si vous la qualifiez de non provoquée, il devient impossible de ne pas se rallier, à moins de vouloir être accusé de légitimer ou de prendre le parti de Poutine. On en arrive donc à une simplification excessive et à un appauvrissement du débat. Je pense que c'est la seule manière de forcer 27 pays à adopter la même position. Mais on se retrouve alors avec une politique où il devient impossible d'apporter les ajustements nécessaires. En fait, c'est ma dernière question. Laissez-moi vous demander. Kallas et von der Leyen, pensez-vous qu'elles soient sur le départ? Oui? Faut-il s'attendre à quelque chose dans un avenir proche? Ne comptez pas sur Michael Schoenberg, mais je vois de plus en plus de signes qu'ils ne resteront peut-être pas tout le temps. Il doit y avoir des ajustements de cap. N'oubliez pas, nous menons deux guerres en même temps, dont l'une est une guerre de choix menée par Trump, qui est détestée au Parlement. Je veux dire, j'entends maintenant plus souvent des accusations contre Trump que contre Poutine. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement, car l'Union européenne est la perdante dans ces deux guerres, et elle le sera de manière considérable. Nous perdons notre économie, notre industrie, nos relations commerciales, notre technologie, notre population. Nous perdons pratiquement sur tous les plans. Et nous n'avons aucune influence sur ce qui se passe autour de nous. La seule chance, comme je le soutiens toujours dans mon article, est que si l'Union européenne, les 27 pays, veut prendre l'initiative, car pour l'instant elle n'en a aucune, alors elle doit parler à la Russie. Le premier objectif de l'Union européenne et de ses membres devrait être de rétablir la paix sur le continent européen. Nous ne pourrons rien influencer au Moyen-Orient, alors concentrons-nous sur notre propre continent. Et si nous voulons résoudre les problèmes ici, nous devrons parler à la Russie. Si nous voulons sauver l'Ukraine d'une destruction totale, nous devrons également parler à la Russie. Ce sont les deux objectifs sur lesquels nous devrions vraiment nous concentrer. Ramener la paix en Europe et faire en sorte que l'un des plus grands pays, l'Ukraine, ne s'effondre pas. Merci beaucoup. That Ukraine has a perspective, remains a European state, remains sovereign, and so on. I personally think Ukraine's future is not a EU future. They would join a body, a group of things that is declining. They are sitting between BRICS. Il se trouve entre les BRICS et l'Union européenne, et ils devraient tirer parti de cet élément BRICS qu'ils ont rejeté lorsqu'ils ont mené le coup d'État en 2014. Ils devraient y revenir. Ce serait une meilleure option pour l'Ukraine. Eh bien, merci d'avoir pris le temps. Alors que nous voyons l'Union européenne confrontée à de plus en plus de défis en matière de sécurité, à un déclin économique et à une pertinence géopolitique en chute libre, je suis un peu rassuré de savoir qu'il y a des personnes comme vous au Parlement européen.
Au moins quelqu'un qui parle avec bon sens. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Okay, thank you.